Le 1er octobre, à Petaluma en Californie, Polly Klaas et Gillian Pelham attendaient une copine devant la maison de Polly. Il était environ 20h30 lorsque Kate McLean arriva avec sa mère. Les trois jeunes filles se promettaient beaucoup de plaisir. C'était un vendredi soir, il y avait des provisions de crème glacée et elles avaient l'intention de rester debout toute la nuit. Ce serait une vraie fête. Personne ne pouvait deviner qu'un danger les guettait. La porte de la chambre de Polly était fermée, mais les jeunes filles étaient très bruyantes. Vers 21h45, Eve Nicole, la mère de Polly, vint jeter un coup d'œil et demanda aux filles de faire moins de bruit. Elle avait une migraine et allait se coucher bientôt. La chambre d'Eve était juste en face de celle de sa fille. Elle se doutait bien que ces adolescentes de 12 ans oublieraient vite ce qu'elle leur avait demandé. Avant d'aller au lit, Eve prit donc un somnifère pour ne pas être troublée dans son sommeil. La petite fête se poursuivit encore 45 minutes avant que le cauchemar ne commence. Il était environ 22h30 lorsqu'un inconnu fit irruption dans la chambre de Polly. Au début, Kate et Gillian crurent qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, mais l'homme les menaça de son couteau en leur disant que si elles criaient, il n'hésiterait pas à leur trancher la gorge. Il les ligota et commença à leur poser des questions. Il voulait savoir laquelle des filles vivait là et qui d'autre se trouvait dans la maison. Polly lui répondit. Les jeunes filles étaient terrifiées et pleuraient. L'intrus les assura qu'il ne leur voulait aucun mal, simplement de l'argent. Toutefois, lorsque Polly l'informa qu'il y avait des billets dans un coffre à bijoux, il ne broncha pas. Il bâillonna les jeunes filles et se servit des têtes d'oreiller pour leur couvrir la tête. Il força Polly à se lever et ordonna aux deux autres jeunes filles de compter jusqu'à 1000. Il leur promit que Polly serait de retour quand elles auraient terminé. Il disparut dans la nuit avec la jeune Polly. Kate et Gillian parvinrent à dénouer leurs liens et à réveiller la mère de Polly. Elles appelèrent des agents de la police de Petaluma qui furent vite sur les lieux. Les détectives examinèrent la chambre de Polly. La pièce était en désordre et témoignait du drame qui venait de s'y dérouler. Sur le sol, ils trouvèrent les lanières de vêtements qui avaient servi à ligoter les jeunes filles. Les fils d'une console Nintendo avaient été coupés et la bandoulière d'un sac à main se trouvait par terre parmi des têtes d'oreiller. En apercevant la scène, le détective Mike Meese de la police de Petaluma n'était pas optimiste. J'étais dans l'embrasure de la porte de la chambre de Polly et je regardais les sacs d'indices que nous avions recueillis. Nous n'avions presque rien. J'ai regardé la moquette et j'ai dit à mon collègue Larry Pelham, « Prenons-la ». Il m'a demandé pourquoi et je lui ai répondu que je ne savais pas vraiment pourquoi, mais qu'il fallait la prendre parce que nous n'avions pas assez d'indices. Les policiers avaient besoin de toute l'aide possible. Heureusement, elle ne tarda pas à arriver. Peu après avoir reçu l'appel de la famille Klaas, le FBI offrit son expertise. Les agents du FBI arrivèrent à la résidence des Klaas vers minuit. Aux États-Unis, les enlèvements sont sous la responsabilité du FBI. Avec 800 cas par année, ces agents ne manquent pas de savoir-faire. L'agent spécial Ed Fryer était familier avec la région et il avait travaillé sur de nombreux cas d'enlèvement. Il fut nommé enquêteur en chef. Dès le départ, Fryer eut l'impression que cette enquête serait différente des autres. C'était évidemment un cas d'enlèvement par un inconnu. Le témoignage des deux fillettes était crédible. Or, les cas de ce genre sont les plus difficiles à résoudre, parce qu'il n'y a aucun lien entre l'auteur du crime et la victime ou sa famille. C'est un crime commis au hasard. La plupart des enlèvements impliquent des membres d'une même famille en mauvais termes. Dans ce cas-ci, Mark Klaas, le père de Polly, était séparé de sa femme, mais il fut rapidement éliminé de la liste des suspects. Les cas d'enlèvement par de parfaits inconnus sont très rares, et lorsque c'est le cas, les détectives ont peu de pistes à leur disposition. Cette fois-ci, cependant, ils avaient 2 témoins. On fit appel à un dessinateur du service de police de San Rafael. Pendant 2 heures, Gillian et Kate décrivirent le visage du ravisseur. Les 2 jeunes filles étaient encore en état de choc, mais elles parvinrent à donner une description valable. Au moins, les autorités avaient maintenant une bonne idée de ce dont le ravisseur avait l'air. À 4 heures du matin, Kate et Gillian furent conduites au poste de police. Le FBI envoya ensuite l'équipe d'experts judiciaires sur la scène du crime. Tony Maxwell menait l'équipe. En analysant plusieurs cas un peu partout aux États-Unis, nous avons constaté que lorsqu'une personne est kidnappée, surtout quand il s'agit d'un enfant, elle est généralement maltraitée au cours des 24 premières heures et tuée dès le lendemain ou le jour suivant. Le temps est donc un facteur très important. Dans ce genre d'enquête, les détectives doivent procéder très rapidement. L'équipe de scientifiques apporte son expertise sur la scène du crime. Son but est de trouver le plus d'indices possible. Pour ce faire, elle dispose du matériel le plus sophistiqué qui soit. Un petit rouleau électrostatique recueille les cheveux et les fibres à même le sol. On passe ensuite l'appareil sur une pellicule chargée d'électricité. Les débris adhèrent à la pellicule, qui est ensuite envoyée au laboratoire pour analyse. Le service de police avait déjà recueilli des empreintes digitales, mais n'avait rien obtenu de significatif.
Les experts de Petaluma ne disposaient cependant pas d'équipement aussi performant que celui du FBI. Grâce à un produit fluorescent, un éclairage ultraviolet et des lunettes spéciales, on peut trouver de nombreux indices qui seraient autrement restés invisibles à l'œil nu. Les experts recueillirent une cinquantaine d'empreintes digitales qui avaient échappé aux policiers. Mais même ces empreintes ne furent d'aucune utilité, puisqu'on découvrit qu'elles appartenaient toutes à des membres de la famille et à des amis. Après plusieurs heures de recherche, les experts découvrirent enfin quelque chose de prometteur. Une empreinte de paume de main inconnue. C'était vraisemblablement le premier indice important. Cette empreinte se trouvait sur un des barreaux du lit. Apparemment, le ravisseur s'y était appuyé l'espace d'une seconde pendant qu'il saisissait un objet. Grâce à l'éclairage ultraviolet et l'application de poudre fluorescente, nous avons pu la trouver, puis la recueillir et l'envoyer au laboratoire. À cette époque, la base de données d'empreintes digitales du FBI n'incluait pas encore les empreintes de paume de main. On ne pourrait donc pas s'en servir pour découvrir l'identité du ravisseur. On pourrait cependant la comparer lorsqu'on disposerait d'un suspect. L'agent spécial Mark Merchant du FBI nous explique. Souvent, les gens croient que lorsqu'on dispose d'une empreinte, on peut rapidement découvrir l'identité du criminel. Mais la réalité, c'est qu'on doit d'abord trouver un suspect et obtenir ses empreintes pour les comparer à celles dont nous disposons. Dès l'aube, plus d'une centaine d'agents ratissaient le quartier centimètre par centimètre. Ils étaient à la recherche du moindre indice qui les mettrait sur la piste de Polly et de son ravisseur. Ses voisins immédiats furent tous interrogés un à un. Plusieurs d'entre eux avaient vu un individu qui correspondait à la description donnée par les jeunes filles. En se rendant au club vidéo, le soir de l'enlèvement, vers 21 h, Thomas George et ses amis avaient remarqué un inconnu debout devant la maison de Polly. Thomas connaissait bien les gens qui vivaient dans le secteur, mais il n'avait jamais vu cet homme auparavant. Quelques minutes plus tard, sur le chemin du retour, il avait remarqué que l'homme était toujours au même endroit. La description de Thomas correspondait à celle du suspect. Sean Bush jouait à un jeu vidéo avec ses copains qui habitaient dans un petit cottage juste derrière la maison de Polly. Il était environ 22 h 30 lorsque Sean avait jeté un coup d'œil par la fenêtre. Il avait été surpris de voir un homme sur la galerie de la maison de Polly. L'homme semblait se diriger vers la porte arrière. Sa description correspondait également à celle du suspect. D'autres voisins avaient aussi aperçu l'homme étrange, mais malheureusement, aucun d'entre eux n'avait alerté la police. Comme nous l'explique Patrick Parks, le chef de police de Petaluma, c'était une véritable course contre la montre. Lorsque les enfants sont enlevés par des inconnus, aucun facteur n'est plus important que le temps. Il faut faire au plus vite. Et c'est pourquoi il est important d'affecter autant de personnel à l'affaire. La nouvelle doit circuler partout. On implique le plus grand nombre d'agences possible. On leur demande de s'occuper de l'affaire en priorité, en espérant que cela nous permettra de résoudre l'enquête avec succès. Le lendemain, les recherches pour retrouver Polly Klaas prirent des proportions jusqu'alors inégalées aux États-Unis. Un réseau de bénévoles fut mis sur pied pour aider les autorités. Pendant que des centaines de citoyens participaient aux recherches, d'autres distribuaient des photos à divers endroits de la ville. Au laboratoire judiciaire du FBI à Washington, l'expert légiste Chris Allen analysait avec soin tous les éléments recueillis dans la maison de Polly. En dénouant les minces bandes de nylon qui avaient servi à ligoter les amis de Polly, j'ai remarqué qu'elles avaient toutes été déchirées. J'ai réussi à les remettre bout à bout, au point de pouvoir établir qu'elles venaient toutes d'une même pièce de tissu, probablement une robe de nuit ou quelque chose du genre. D'autres indices recueillis dans la chambre grâce à l'appareil électrostatique étaient difficiles à identifier. Après un examen exhaustif et maintes comparaisons, Allen en conclut qu'ils provenaient de la moquette d'une automobile. L'examen d'échantillons de moquettes des voitures avec lesquelles la famille Klaas avait été en contact permit à Allen de déterminer que ces fibres provenaient vraisemblablement de la voiture du ravisseur. Un autre indice semblait provenir du suspect. Parmi les éléments prélevés dans la chambre de Polly avec l'aspirateur, j'ai découvert un cheveu brun foncé qui avait été arraché. Il y avait en effet dans ce cheveu un segment de racine de 3 ou 4 mm. Quand on arrache un cheveu d'un coup sec, on obtient alors des tissus humains qui proviennent du cuir chevelu. Si Polly avait arraché un cheveu de la tête du suspect, cela signifiait qu'elle s'était débattue. Malheureusement, même un cheveu qui contenait l'ADN du ravisseur ne mettait pas la police sur la piste d'un suspect. L'empreinte de paume de main recueillie sur le lit fut envoyée à Michael J. Smith, expert en dactyloscopie pour le FBI. Ce dernier examina l'empreinte au laser et constata qu'elle était assez nette pour qu'on puisse en tirer une photographie. Malheureusement, l'éclairage laser donnait une teinte orange à l'empreinte et Smith devait absolument en obtenir un exemplaire en noir sur fond blanc.
Il demanda à la photographe d'inverser les couleurs afin que le résultat final soit semblable à celui des fiches d'empreintes digitales habituelles. Après quoi, l'empreinte était indélébile et pouvait être classée en attendant l'arrestation d'un suspect. Les détectives avaient recueilli des indices importants, mais ce n'était pas encore suffisant. Le temps filait et Polly Klaas n'avait pas encore été retrouvé. 48 heures après l'enlèvement de Polly Klaas, son père, Mark, reçut un appel téléphonique. La voix semblait être celle de Polly. La jeune fille déclara à Mark Klaas qu'elle était dans une chambre d'hôtel et que son ravisseur était sorti pour un moment. Puis la communication fut interrompue. Il était encore permis d'être optimiste. Malheureusement, l'appel n'avait pas pu être retracé. Il fallait espérer que la jeune fille tenterait à nouveau de communiquer avec son père. La nouvelle de l'enlèvement se propagea rapidement. En seulement 2 jours, 50 000 photos furent distribuées. Les bénévoles mirent sur pied un centre d'opération pour mieux travailler en concertation avec la police et le FBI. Jamais la population ne s'était impliquée de façon aussi importante. Des bénévoles répondaient au téléphone 24 heures par jour pour recueillir la moindre information. Une copie de ces informations était relayée au bureau du FBI et à la police de Petaluma. Rapidement, le centre traita jusqu'à 60 000 appels. De ce nombre, les autorités obtinrent 12 000 pistes. Parmi elles, l'une semblait prometteuse. Lorsque Mark Klaas avait reçu l'appel de Polly, les agents du FBI avaient été pris de court. Si la jeune fille téléphonait à nouveau, il serait prêt. La jeune fille appela. Comme la première fois, la voix ressemblait à celle de Polly. Elle dut raccrocher rapidement. Heureusement, elle était restée au bout du fil assez longtemps pour que l'appel soit retracé. L'appel provenait d'une maison située à 50 km de la maison de Polly. Le temps manquait pour réunir plusieurs agents. On confia la mission à quelques policiers seulement. Une fois sur les lieux, ils ne trouvèrent qu'une maison ordinaire. Il n'y avait aucune trace de Polly ni de son ravisseur. Les agents interrogèrent une des jeunes filles qui demeurait là. Cette dernière avoua qu'elle était celle qui avait fait les appels. Ses amis l'avaient mise au défi de faire croire qu'elle était Polly et elle avait accepté. Toute cette histoire n'était qu'une blague de très mauvais goût. Après une semaine d'enquête, il n'y avait eu qu'un seul signe de vie de Polly. Nous étions remplis d'espoir, convaincus que nous allions résoudre l'enquête et retrouver la jeune fille. Mais bien sûr, ce n'est pas ce qui s'est produit. À la mi-octobre, Kate et Gillian furent convoqués au poste de police pour donner à nouveau une description de l'homme qui les avait ligotés. On confia la tâche de dresser le portrait à une experte en croquis judiciaire. Cette femme était reconnue pour mettre les témoins en confiance et obtenir une description très précise. Les 2 jeunes filles étaient plus calmes que le soir de l'enlèvement et donnèrent beaucoup plus d'informations. Cette fois, le portrait était plus réaliste. On en distribua immédiatement de nouvelles copies. Il n'y avait pas une seconde à perdre. On peut classer les cas d'enlèvement par un inconnu en 3 catégories. Une fois sur 3, les enfants sont retrouvés en vie. Une autre fois sur 3, ils sont retrouvés morts. Quant au dernier tiers, nous ne les retrouvons jamais. Les policiers offrirent une récompense en échange du retour de Polly. Ils reçurent l'appel d'un homme demandant une rançon de 10 000 $. L'appel provenait d'un appartement de Petaluma. Cette fois-ci, une unité SWAT arriva sur les lieux en force. Il n'était pas question de perdre cette piste. Mais une fois encore, la police et la famille Klaas avaient été piégés. James Heard, 20 ans, fut arrêté pour tentative d'extorsion et pour avoir prétendu être le ravisseur. Son appel avait détruit le moral des troupes. La famille de Polly était particulièrement découragée. Une lettre des parents de Polly adressée au ravisseur fut publiée dans le San Francisco Examiner du 17 octobre. Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous vous prions de nous retourner Polly. C'est chez elle ici. Elle nous manque beaucoup. L'étincelle dans ses yeux et son humour nous manquent. Nous aimerions revoir son merveilleux sourire et entendre sa voix. Il s'adressait également à Polly. Chérie, si tu peux lire ceci, sache que ta maman et ton papa t'aiment beaucoup et que nous allons continuer à te chercher jusqu'à ce que nous puissions te tenir à nouveau dans nos bras. Je crois que je n'ai jamais perdu espoir. J'étais en contact étroit avec Mark Klaas, Yves et le reste de la famille. Et c'est une question qu'ils m'ont souvent posée. Je répondais, non, nous n'avons pas perdu espoir. Et nous ne le perdrons pas non plus. Partout au pays, la population souhaitait le retour de Polly. On installa des banderoles et on organisa une manifestation silencieuse. On espérait que Polly rentrerait bientôt chez elle saine et sauve. Le 28 novembre 1993, soit 2 mois après l'enlèvement de Polly Klaas, les autorités obtinrent leur première piste importante. À Sonoma, le shérif adjoint fut dépêché à la résidence de Dana Jaffe. La maison se trouvait au bout d'un long chemin qui donnait sur Pityan Road. En se promenant sur sa propriété, Dana avait remarqué quelque chose d'étrange. Elle crut que cela pouvait intéresser la police.
Elle conduisit le shérif adjoint à travers un bois et dense jusqu'à une clairière. C'était à quelques mètres seulement du chemin qui menait à sa maison. Éparpillés à travers les arbres se trouvaient des objets plutôt incongrus. Il y avait un grand morceau de soie qui semblait avoir servi de capuchon et quelques bandes de ruban adhésifs. Également, elle avait trouvé des collants noués. Elle avait remarqué la présence de cheveux dans le nœud des collants. Il y avait d'autres rebuts tout autour. Puis Dana s'était rappelé qu'un inconnu s'était trouvé sur sa propriété, près de l'endroit où elle avait découvert les objets. Cela s'était produit 2 mois plus tôt. Tout avait commencé lorsque Shannon Lynch, qui gardait les enfants de Dana, avait quitté la propriété pour s'en retourner chez elle à bord de sa voiture. Un homme marchait au beau milieu du chemin. Sa voiture, une Pinto, était garée sur le côté. Il lui avait dit que sa voiture était embourbée et avait insisté pour qu'elle sorte et lui vienne en aide. Il lui avait également demandé ce qui se trouvait au bout du chemin. Shannon eut immédiatement l'intuition que quelque chose ne tournait pas rond. L'homme était très étrange. Elle poursuivit sa route sans l'aider. Elle voulait trouver un téléphone le plus vite possible. Shannon trouva finalement une cabine téléphonique 3 km plus loin, d'où elle appela Dana. Elle voulait mettre son amie en garde contre cet homme à l'allure étrange qui se trouvait sur sa propriété. Dana ne perdit pas une seconde. Elle saisit un bâton de baseball, monta à bord de sa voiture avec sa fillette et descendit la colline. La voiture dont Shannon lui avait parlé était bien là, mais il n'y avait aucune trace de l'homme. Elle poursuivit sa route jusqu'à la ville pour appeler la police. Quelques minutes après minuit, 2 agents de Sonoma County se rendirent sur les lieux. Dana leur expliqua qu'elle désirait simplement qu'il demande à l'intrus de quitter sa propriété. Les agents trouvèrent l'homme en question. Il était un peu agité, sentait l'alcool et transpirait abondamment. Il y avait des brindilles de feuilles dans ses cheveux, comme s'il s'était roulé sur le sol. Il déclara qu'il se promenait et qu'il ignorait qu'il était sur une propriété privée. Lorsqu'il avait tenté de rebrousser chemin, sa voiture s'était embourbée. Il s'était glissé dessous pour la désengager. De toute évidence, il mentait. Il n'y avait pas assez d'espace sous le véhicule pour qu'un homme puisse se glisser dessous. Lorsque les policiers demandèrent à l'intrus s'il avait consommé de l'alcool, ce dernier ouvrit une nouvelle canette de bière et commença à la boire. Les policiers lui donnèrent l'ordre de verser le reste sur le sol. L'homme devint agressif lorsqu'ils lui demandèrent de se laisser fouiller, mais il se calma sous la menace d'être conduit au poste. Les policiers le fouillèrent et poursuivirent leur interrogatoire, mais ils ne trouvèrent rien d'incriminant. L'homme était simplement étrange. Ils vérifièrent ensuite son permis de conduire. Il n'avait jamais été arrêté auparavant en état d'ébriété. Ils lui firent passer un test pour vérifier s'il avait trop bu, mais il le réussit. L'intrus avait été retenu depuis 45 minutes. Rien ne justifiait de le détenir plus longtemps. Il ne restait plus qu'à l'aider à sortir sa voiture de là et à lui donner son congé. Cet incident s'était produit 2 mois plus tôt, la nuit même de la disparition de Polly Klaas. Un capuchon, des liens, des collants de jeune fille, tous ces éléments ne pouvaient pas être qu'une pure coïncidence. Sans perdre une seconde, les agents téléphonèrent à la police de Petaluma. En moins d'1 heure, le détective Mike Meese et l'agent Ed Fryer étaient sur les lieux. Je n'oublierai jamais cette scène. Il était tard. Mike Meese et moi-même étions en haut de la colline de Pityan Road et il y avait de la brume. La pluie commençait à tomber. Nous nous sommes regardés et nous savions qu'il s'agissait là d'une scène du crime très importante. Elle nous permettrait de résoudre l'enquête. Une fois les indices recueillis, les détectives commencèrent à chercher des traces de Polly. Nous avons passé plusieurs jours à fouiller la colline avec l'aide de 300 volontaires. Je crois que nous avions entre 25 et 30 chiens. Nous avons effectué des fouilles intensives en espérant que Polly soit encore en vie. C'était ce qui nous motivait. Dès le début des recherches, il y eut comme un effet boule de neige. Les autorités obtinrent un rapport détaillé de l'incident qui s'était produit sur la propriété de Dana Jaffe. L'intrus s'appelait Richard Allen Davis. En fouillant son passé, ils découvrirent qu'il avait récemment été remis en liberté conditionnelle après avoir purgé 8 ans d'emprisonnement pour un enlèvement. Nous avons appris que Davis avait été arrêté en 1976 pour vol, enlèvement et agression avec intention de commettre un viol. En 1978, il avait été arrêté pour un autre enlèvement, en plus de quelques assauts à main armée. En 1984, il avait également été arrêté pour enlèvement, assaut à main armée, cette fois-ci avec une arme à feu, et vol à main armée. En lisant ces rapports, nous nous rendions compte que cet homme avait le profil idéal pour être impliqué dans un enlèvement comme celui de Polly. La photo prise lors de l'arrestation correspondait à la description des 2 jeunes filles. De plus, la mère de Davis vivait à Petaluma.
Il était donc vraisemblable qu'il se soit trouvé dans cette ville. Les pièces commençaient à s'assembler une à une. Les éléments recueillis près de Pigeon Road furent immédiatement envoyés à Chris Allen du laboratoire judiciaire à Washington. Un des éléments les plus intéressants était une bande de tissu. Allen put rapidement confirmer ce que les détectives soupçonnaient. Essentiellement, nous devions vérifier si les morceaux de tissu pouvaient correspondre l'un avec l'autre. La bande de tissu centrale est celle qui a été recueillie dans la chambre de Polly et qui a servi à ligoter ses deux amis. Nous avons ensuite reçu la bande de tissu qui avait été recueillie sur Pigeon Road. Ces bandes s'ajustaient parfaitement comme dans un puzzle. Polly Klaas s'était donc sans doute trouvé sur la propriété de Dana Jaffe après son enlèvement. Et les policiers avaient la preuve que Richard Allen Davis s'y était également trouvé. Il n'y avait pas encore assez de preuves pour procéder à son arrestation, mais les détectives espéraient obtenir assez d'indices lors de sa détention provisoire pour démontrer son implication. Tout le reste nous filait entre les doigts. Nous avons donc concentré notre attention sur Davis, sur ce qui s'était produit sur Pigeon Road et sur ce que nous comptions faire par la suite. Les détectives découvrirent alors que Davis avait un mandat d'arrestation contre lui pour avoir enfreint les conditions de sa libération conditionnelle. Ils décidèrent de l'emmener au poste. Malheureusement, il n'était pas chez lui au moment de leur arrivée. Un agent qui établissait un périmètre de sécurité dans le secteur arrêta alors une camionnette. Richard Allen Davis était au volant. Quand l'agent comprit à qui il avait affaire, il appela calmement les enquêteurs qui se trouvaient à la résidence de Davis. Les autorités se rendirent sur les lieux. Le détective Meese s'approcha du véhicule pour demander à Davis d'en sortir. Il l'informa qu'il était en état d'arrestation pour avoir violé les conditions de sa liberté conditionnelle. 2 mois s'étaient écoulés depuis que Kate et Gillian avaient vu le ravisseur de Polly Klaas, mais elles n'eurent aucun mal à le reconnaître lors d'une séance d'identification. Il ne portait plus la barbe, mais son visage était gravé à jamais dans leur mémoire. Davis avait été arrêté relativement à sa liberté conditionnelle, mais il fut tout de même interrogé à propos de l'enlèvement. Il nia toute implication avec véhémence. C'est alors que les détectives lui firent comprendre que s'il voulait parler, ils étaient prêts à conclure un marché avec lui. De son côté, au laboratoire judiciaire du FBI, Mike Smith comparait l'empreinte de paume découverte dans la chambre de Polly avec celle de Davis qui avait été prise lors de son arrestation. C'était un indice crucial. Si on parvenait à prouver que les empreintes provenaient de la même personne, on aurait la preuve formelle que Davis était impliqué dans l'enlèvement. Après un examen minutieux, on communiqua les résultats à l'agent Fryer. J'ai reçu un appel du laboratoire du FBI. Ils avaient prouvé que l'empreinte de Davis était la même que celle recueillie dans la chambre de Polly. C'était du concret. Il s'était trouvé dans la chambre de la petite et nous en avions la preuve. Nous venions de le coincer. La nouvelle fut publiée dans les journaux. Davis était gardé à l'écart, en détention, et personne ne l'avait mis au courant. Puis un jour, un ami lui rendit visite. Il supplia Davis de parler aux autorités et de leur dire où Polly se trouvait, mais Davis continuait de nier sa responsabilité. Puis son ami lui apprit que la police avait trouvé son empreinte. Davis fut abasourdi. Il comprit alors qu'il ne pourrait jamais justifier la présence de cette empreinte dans la chambre de Polly. Il ne lui restait plus qu'une solution. Pendant qu'il se rendait sur Pigeon Road où avaient lieu les recherches, le détective Meese reçut un message de la prison. Il était impatient d'apprendre la suite. Après quelques instants, Davis a pris le téléphone et j'ai reconnu sa voix. Il m'a dit qu'il avait fait une bêtise, une grosse bêtise. Le détective Meese et l'agent spécial Larry Taylor rencontrèrent Davis dans la salle d'interrogation où le suspect raconta en détail les événements du 1er octobre. Il vivait dans une maison de transition, mais il avait obtenu l'autorisation de coucher chez sa mère à Petaluma. Il avait cependant été incapable de trouver sa maison et avait bu quelques bières en marchant dans les rues du quartier de Polly. À un certain moment, un homme l'avait arrêté pour lui offrir de la marijuana. Il avait accepté. Selon ses propres termes, Davis était devenu complètement givré. Il était retourné au magasin pour s'acheter d'autres bières. Il s'était retrouvé aéré dans le voisinage sans but. Il ne savait trop ce qu'il faisait ni où il était. Toutefois, il s'était bien préparé. Il transportait avec lui un sac rempli de cordes et de rubans adhésifs. Les experts légistes ont pu démontrer par la suite qu'il avait découpé des bandes à l'aide de ciseaux, ce qui signifiait qu'il avait prémédité son geste. Puis Davis déclara qu'il avait choisi une maison au hasard et qu'il y était entré par une fenêtre. Il pouvait entendre la télévision fonctionner. Il était possible qu'il ait saisi un couteau dans la cuisine, puis plus rien. Il n'avait aucun souvenir de ce qui s'était produit par la suite. Il avait repris conscience dans sa voiture et avait été surpris de constater qu'une jeune fille était assise à côté de lui. Elle se plaignait que ses mains étaient engourdies. Davis desserra alors un peu ses liens et poursuivit sa route. Il se demandait ce qu'il avait bien pu faire et ce qu'il ferait ensuite. Puis il se gara le long d'un chemin et la voiture s'embourba. Lorsqu'il comprit qu'il était coincé, il dit à Polly d'en descendre et la transporta jusqu'à un fossé profond à environ 30 mètres de distance.
Il avait prévu la laisser à cet endroit jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de désembourber sa voiture. Le reste de l'histoire de Davis correspondait aux déclarations des témoins. Au même moment, on commençait à parler de l'enlèvement de Polly sur la radio de la police. Mais les agents avaient changé la fréquence de leur radio et ne les auraient donc pas entendus même s'ils avaient été à bord de leur voiture de patrouille. Ils vérifièrent les plaques d'immatriculation de Davis et n'obtinrent qu'un rapport sommaire de ses antécédents. Son dossier criminel ne faisait pas partie de leur base de données. Ils ne purent pas le retenir plus longtemps. Davis raconta comment les agents avaient réussi à dégager son véhicule et à l'escorter jusqu'à la route principale. Selon lui, il avait attendu 15 ou 30 minutes, puis il était retourné pour trouver Polly. Puis il avait conduit au hasard et il avait compris qu'il devait se débarrasser d'elle. Les policiers découvraient enfin ce qui était arrivé. Polly était morte. Et Richard Allen Davis était l'auteur de cet homicide. Davis accepta de les conduire à l'endroit où il avait abandonné le corps, dans un endroit désert de Cloverdale. Il faisait nuit, mais les enquêteurs étaient résolus à vérifier les déclarations de Davis au plus vite. Il les conduisit dans un champ près d'une scierie abandonnée. Dans ce champ, sous des panneaux de bois, était caché le corps de la jeune fille. C'était un sentiment très étrange. Nous étions en présence d'un individu tel que Davis, et quelques mètres plus loin se trouvait ce qui restait d'une jolie enfant innocente de 12 ans. Le cas de Polly Klaas avait ceci de particulier que les gens étaient concernés. Toute la population s'était impliquée en se jurant que c'était le dernier enfant qu'on allait tuer. C'était comme si elle avait été la petite fille de chacun d'eux. Il fallait la retrouver coûte que coûte. Le procès n'eut lieu qu'en 1996. Mais après 10 semaines, le jury trouva Davis coupable de 10 chefs d'accusation, dont enlèvement, vol, meurtre et tentative de commettre une agression sexuelle sur un enfant. Davis déclara jusqu'à la fin qu'il n'avait jamais eu de telles intentions. Les enquêteurs croient quant à eux que Polly était déjà morte lorsque les agents ont aidé Davis à dégager sa voiture. Il fut condamné à mort et attend présentement son exécution à la prison de San Quentin. Polly Klaas a laissé un héritage qui permettra de sauver d'autres vies. Depuis cette affaire, les enquêtes entourant les enlèvements ont changé du tout au tout aux États-Unis. Les bases de données des divers services de police sont désormais reliées à diverses agences qui relaient à leur tour l'information. Les bulletins d'information sont maintenant envoyés sur toutes les fréquences radio de la police et lorsqu'ils arrêtent un automobiliste sur la route ou en pleine circulation, les policiers peuvent avoir accès, le cas échéant, à son dossier criminel. Des modifications législatives ont été apportées et le processus d'appel a été accéléré. De plus, une fondation au nom de Polly vient en aide à la recherche d'enfants disparus. Le FBI a joué un rôle déterminant dans la résolution de cette enquête. Si les agents n'avaient pas été là et qu'ils ne s'étaient pas impliqués, nous ne l'aurions jamais résolu, ou du moins, cela n'aurait pas été aussi rapide, même si cela nous a paru trop long. Une telle collaboration entre la police régionale et le FBI était une première aux États-Unis. C'est maintenant devenu une pratique courante.